Premier niveau, candidat. Tu as 19 ans. Un mardi matin de juillet, tu entres dans un bureau de recrutement de la marine à San Diego. Il y a une immense inscription sur le mur. On peut y lire « Le seul jour facile, c'était hier ». Tu ne comprends pas encore ce que cela signifie. Pendant 8 mois, tu cours 10 km tous les jours. Tu fais des tractions jusqu'à ce que tes mains soient en sang. Tu as dit à ta famille que tu allais t'engager dans la marine. Tu n'as pas précisé dans quelle branche ni à quel point c'était difficile. Il y a d'abord le test de sélection physique. Nager 456 mètres en moins de 12 minutes et demie. 45 pompes, 53 abdos, 7 tractions, courir 2,5 km en moins de 10 minutes avec des bottes. Ça a l'air difficile, n'est-ce pas? Tu t'en sors de justesse de toute façon. On te tend un contrat. Tu tenais vraiment à cette place, alors même si tu es épuisé, ton enthousiasme ne faiblit pas et tu signes immédiatement la dernière page sans même la lire. 3 semaines plus tard, tu es dans un bus en route pour la base navale de Great Lakes, dans l'Illinois. Le vent qui souffle depuis le lac Michigan te frappe le visage comme s'il avait un but précis. Un sous-officier t'attend à la porte. Il ne se présente pas. Il te montre simplement une ligne au sol et te dit de marcher dessus. Tu ne poses pas de questions, tu marches dessus. Tu apprends vite que, dans ce monde, une ligne symbolise toujours un commencement. La vraie question, c'est de savoir si tu pourras encore te tenir dessus à la fin. Deuxième niveau, élève BUD/S. Tu as 20 ans. La formation de base en démolition sous-marine/SEAL commence au centre de guerre spéciale de la marine à Coronado, en Californie. Les instructeurs appellent ça le BUD/S. Bien sûr, les élèves entre eux m'ont donné à cette formation des surnoms bien pires. Première étape, la condition physique. Tu te réveilles à 4h45 du matin. L'océan Pacifique est à 18 degrés. Cela semble supportable. Jusqu'à ce que tu te retrouves allongé sur le dos au milieu de la zone de surf, à minuit, épaule contre épaule avec 7 autres hommes, les vagues te frappant le visage, ton corps tremblant si violemment que tes dents claquent les unes contre les autres. L'instructeur marche le long de la ligne. Il ne crie pas. Il parle calmement. Tout ce que tu as à faire, c'est de sonner la cloche. Il y a une cloche en laiton installée près de l'entrée du centre. Sonne-la 3 fois et tu peux sortir. Une douche chaude, un repas chaud, retour à la flotte. Ta mission est terminée. La semaine la plus difficile. 132 heures d'entraînement sans interruption, avec moins de 4 heures de sommeil au total. L'équipage de 7 personnes du canot perd 3 membres en 48 heures. Ne t'inquiète pas, cette perte est uniquement due au fait qu'ils n'ont pas sonné la cloche, mais toi, tu la sonnes. Troisième nuit, le meilleur nageur de la classe, un certain Dubois, se dirige vers la cloche à 2h17 du matin et la fait sonner 2 fois avant que l'instructeur n'ait fini de compter. Tu ne demandes pas pourquoi, tu le sais déjà. N'oublie pas que le corps n'est qu'un morceau de chair. L'important est de protéger ton esprit. Deuxième étape, formation à la plongée. Appareil de respiration à circuit fermé. Navigation à la boussole en visibilité nulle. Nage de combat dans les forêts d'algues au large de San Diego. Sous l'eau, tu apprends que la panique est une décision que tu prends avant même de t'en rendre compte. Troisième étape, combat terrestre, explosif, armes, Niland, Californie, tactique de petites unités dans les collines. 42 degrés dans le désert. Tu portes un sac à dos de 20 kilos. Après le 3e jour, tu cesses de penser au poids. Tu ne fais plus que bouger. 6 mois après le début, tu te tiens au garde à vous. La promotion, qui comptait 187 personnes au départ, n'en compte plus que 31. On t'épingle un trident des cils sur la poitrine. L'aiguille est tranchante. L'instructeur appuie de la main. Il n'y a pas de protection à l'arrière. Du sang coule. C'est une tradition, c'est ça le problème. Tu ne grimaces pas. Troisième niveau, novice. Tu as 22 ans. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo sur ma chaîne, où je partage ce genre de vidéo en POV, c'est que ça t'intéresse. Écris dans les commentaires ce que tu aimerais découvrir dans la prochaine vidéo. Tu as été affecté à la SEAL Team 5, basée à la base amphibie de Coronado. Tu es un novice, un NG. Tout le monde le sait. Personne ne te laisse l'oublier. Ta première mission, l'Est de l'Afghanistan, province de Kunar, 2009. Les vallées sont profondes et les crêtes surveillées. L'équipe opère depuis un petit poste de garde
dont le nom officiel ne figure sur aucune des cartes qui t'ont été remises. Les locaux ont donné à la montagne un nom qui ne se traduit pas clairement. C'est toi qui portes l'équipement le plus lourd, c'est toi qui te retrouves avec les pires rotations de garde. Tu établis les communications, tu nettoies les armes, tu gères la logistique. Tu ne te plains pas. Se plaindre quand on est une recrue, c'est comme saigner en pleine mer. Ça attire le mauvais genre d'attention. La première patrouille dure 11 heures, 12 kilomètres sur un terrain qui ne croît pas au sol plat. Le sergent-chef chevronné, Adrien, qui fait ce métier depuis avant même que tu n'entames le lycée, ne t'adresse pas un mot pendant tout le trajet. À la fin, il te tend une barre protéinée et te dit « Tu as tenu le coup ». C'est tout. 2 mots de reconnaissance pour 11 heures de travail. Tu manges la barre protéinée sans rien dire. Tu comprends que dans cette équipe, se faire remarquer est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. 3 mois plus tard, la patrouille établit le contact au crépuscule près du lit asséché d'un ruisseau. 6 minutes de chaos contrôlé. À la fin, chaque homme de ton équipe est à sa place. Tu as maintenu ta position. Tu as fait ton travail. Personne ne vient te serrer la main. Le débriefing dure 2 heures. Chaque décision est examinée. Chaque seconde est réanalysée. Cette nuit-là, tu dors dans ton équipement, si on peut appeler ça dormir. Tu te réveilles 4 heures plus tard et tu recommences. Niveau 4, opérateur. Tu as 26 ans. Tu as accompli 3 missions. L'une en Afghanistan, une autre en Irak et une troisième dans une destination non divulguée de la Corne de l'Afrique, qui n'apparaît pas dans les registres officiels et dont l'existence n'est jamais reconnue. Tu n'es plus un novice, tu es un opérateur, tu maîtrises parfaitement ton profil de mission. Action directe, reconnaissance spéciale, sauvetage de personnel, lutte contre le terrorisme. Tu sais quel outil convient à quel problème et à quelle vitesse tu dois t'adapter lorsque la situation évolue. L'équipe fonctionne désormais différemment. Moins de bruit, plus de précision. Une mission dans la province d'Anbar dure 4 jours. Tu en passes 2 à observer. Depuis un poste d'observation que tu as toi-même aménagé dans un fossé de drainage qui donne l'impression que tout va de travers dans le monde, tu surveilles le bâtiment cible à l'aide d'une longue vue. Tu manges un repas froid. Tu ne bouges pas plus que nécessaire. Tu contrôles ta respiration comme si tu la dosais. La 3e nuit, la cible bouge. La mission change. Toi aussi tu changes avec elle. Il y a un instant, juste un instant, où tout est silencieux et où tu regardes un ciel si clair qu'il en paraît irréel. Et tu penses à cet homme de 19 ans, debout sur une ligne peinte dans l'Illinois, qui n'a pas lu la dernière page de son contrat. Tu penses qu'il n'en a aucune idée. Tu fermes les yeux pendant 90 secondes. Puis tu retournes au travail. 5e niveau, 1er sergent. Tu as 29 ans. Tu n'es plus seulement responsable de toi-même, mais aussi des hommes qui t'entourent. Tu es 1er sergent, la colonne vertébrale de la structure des cils. Tu gères les programmes d'entraînement, la préparation du matériel et des dynamiques interpersonnelles qu'aucun manuel officiel ne parvient à définir avec précision. Dans votre équipe, il y a un nouvel opérateur nommé Reeves, rapide, agressif, techniquement précis. Il a de l'instinct, mais pas de patience. Lors d'un exercice d'entraînement dans le désert du Nevada, lors d'un raid d'action directe simulé, il dépasse le secteur qui lui a été attribué. Une petite infraction, personne n'est blessé. Mais dans la version réelle de ce scénario, des gens meurent. Tu ne lui cries pas dessus devant l'équipe. Puis, dans l'obscurité, tu l'entraînes à l'écart derrière un véhicule et tu lui parles franchement. Il écoute. Il ne proteste pas. La semaine suivante, il respecte parfaitement son secteur. À 22 ans, tu comprends enfin quelque chose que tu ne saisais pas auparavant. Sa force n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir transmettre cette force, celle que tu peux transmettre à l'homme à tes côtés, pour qu'il tienne le coup même quand tu n'es pas là. L'équipe se déploie aux Philippines pour un exercice d'entraînement conjoint avec le groupe d'opérations spéciales navales. 6 semaines où le travail est autant relationnel que tactique. Tu construis la confiance entre les langues, les cultures et les traditions militaires. Tu apprends à être efficace au sein d'un système qui ne t'appartient pas.
Tu reviens plus silencieux qu'à ton départ. Les hommes de ton équipe le remarquent. Personne n'en parle. 6e niveau, sergent-chef. Tu as 33 ans, sergent-chef. Tu as été sélectionné à l'issue d'un processus qui évalue non seulement tes performances, mais aussi ton caractère, tes capacités de leadership et une fiabilité discrète qu'aucune évaluation de performance ne saurait refléter. Tu diriges désormais une équipe SEAL complète, 16 hommes, plus 2 officiers, et tu as la responsabilité opérationnelle de tout ce qui se passe lorsque cette équipe est en mission. L'officier est un lieutenant nommé Marsh. Il est intelligent, bien formé et âgé de 27 ans. Tu faisais ce métier avant même qu'il n'entre à l'université. Ta mission consiste à le rendre efficace sans saper son autorité. C'est la relation la plus complexe au sein de la structure militaire, et presque personne n'en parle ouvertement. Tu y parviens en lui donnant raison lorsqu'il a raison et en le guidant discrètement lorsqu'il a tort. Tu ne revendiques pas tes droits, tu n'en as pas besoin. Une mission dans le nord du Mali tourne mal pendant le déploiement. Il y a un manque de renseignements aériens. L'installation est plus grande que ne le laissaient supposer les images satellites. Tu adaptes le plan en temps réel sur le terrain avec une coupure de communication de 8 minutes. Lorsque l'équipe se retire, la mission est un succès. Le rapport post-opération fait l'éloge de la planification. Tu sais ce qui s'est réellement passé. L'équipe aussi. Ils n'ont pas besoin de le dire. Toi non plus. Tu as arrêté de compter les missions. Tu as commencé à compter les hommes qui continuent à faire ça à cause d'une chose qu'ils ont apprise de toi. 7e niveau. Sergent-chef. Tu as 38 ans, sergent-chef. À tout moment, il y a moins de 200 Navy SEALs en service actif à ce grade. Tu es l'un d'entre eux. Tu n'es plus déployé en première ligne. Tu es la mémoire institutionnelle. La personne vers laquelle se tournent les jeunes sergents-chefs quand ils ne trouvent pas de réponse dans le manuel. La personne que les officiers intègrent à leur séance de planification lorsque le problème est suffisamment complexe pour nécessiter quelqu'un qui s'est déjà trompé et qui en connaît exactement la raison. Tu as vu des hommes quitter les équipes, certains épuisés mentalement, d'autres blessés. Certains ont simplement abandonné à la demande de leur famille. Tu les comprends tous, tu n'en veux à personne. Un jeune SEAL nommé Moreau vient te voir, surtout après une phase d'entraînement particulièrement impitoyable. Il se demande s'il est toujours à sa place. Il ne te demande pas de le remettre dans le droit chemin. Il parle, tout simplement. Tu l'écoutes longuement. Puis, tu lui racontes une nuit passée en 2009 dans la province de Kunar. Je t'avais parlé du niveau 3 tout à l'heure pendant que tu regardais notre vidéo. Tu lui racontes un moment que tu as vécu à cette époque. Au niveau 3, alors que tu n'avais que 22 ans, tu étais épuisé, tu mangeais une barre protéinée dans le noir parce qu'un sergent-chef t'en avait tendu une sans dire un mot, et cela te suffisait en quelque sorte. Moreau retourne au travail. Tu ne sais pas s'il va rester ou partir, mais tu sais qu'il a pris cette décision de son propre chef, en toute connaissance de cause. C'est la seule chose que tu peux offrir à tout le monde. 8e niveau, premier maître. Tu as 43 ans, tu es premier maître, le grade le plus élevé parmi les sous-officiers de la marine des États-Unis. Au sein des équipes SEAL, tu as un poids que ton titre ne définit pas tout à fait. Tu es désormais basé au commandement des opérations spéciales de la marine à Coronado. Tu conseilles les officiers supérieurs sur des questions de préparation des forces, de normes de formation et de culture organisationnelle qui façonneront l'avenir des équipes au cours des 10 prochaines années. Tu sièges aux côtés des amiraux. Tu parles sans détour. Ils t'écoutent car ils savent que l'homme en face d'eux a vécu ce qu'il planifie. Tu es le lien entre la politique et le terrain. Une proposition est présentée pour modifier les critères de sélection du BUD/S. L'argumentation porte sur les taux d'attrition, le coût de la formation, le rendement du pipeline. Un argument rationnel, construit à partir de tableaux électroniques. Tu passes 3 semaines à préparer un contre-briefing, non pas parce que tu résistes au changement, mais parce que tu sais quelque chose que le tableau ignore. La norme n'est pas arbitraire. La norme est l'essence même du problème. Un homme qui n'a jamais été brisé par la réalité finira par l'être
à un moment où la vie des autres dépendra de sa capacité à ne pas céder. La proposition est suspendue. Tu ne te réjouis pas d'avoir gagné le débat. Tu te réjouis d'avoir protégé quelque chose qui ne pouvait se protéger soi-même. 9e niveau, commandant. Tu as 47 ans. Il y a des années, tu as accepté une commission d'officier. Un parcours inhabituel mais sans précédent pour un sous-officier supérieur des SEAL. Tu es désormais commandant et tu diriges une flotte de guerre spéciale de la marine. Tu es responsable de la préparation opérationnelle, du déploiement stratégique et du bien-être de centaines de personnes. Pas seulement des SEAL, mais aussi du personnel de soutien, des analystes du renseignement, des experts en logistique et de l'équipe médicale. Des personnes qui n'ont pas reçu le trident, mais sans lesquelles le trident n'aurait aucun sens. Au sein de Kadroun, un jeune analyste de 24 ans, femme, repère une tendance dans les renseignements qui a échappé à ses supérieurs. Elle est subtile, enfouie parmi les données de communication de 3 commandements opérationnels distincts. Il te la transmet directement car il ne sait pas si son supérieur la prendra au sérieux. Tu la prends Cicero. Cela fait France au sérieux. Tu transmets l'information par les voies officielles en mentionnant son nom. Le schéma s'avère exact. Les renseignements mettent en lumière une opération réussie. Tu t'assures par écrit que le mérite lui est attribué. Quelqu'un te demande pourquoi tu as fait cela. La question ne te surprend pas. Tu l'as fait parce que c'était juste et parce qu'une organisation qui ne récompense pas la vérité finira par cesser de la produire. Tu portes l'uniforme depuis 28 ans. Tu ne penses plus au sacrifice que tu as consenti pour en arriver là. Tu penses à ce que tu as pu construire en restant. 10e échelon, contre-amiral. Tu as 52 ans, 1 étoile. Contre-amiral, commandant des opérations spéciales navales. Tu es responsable de toutes les équipes Navy SEAL, des équipes de bateaux spéciaux et des unités de soutien à travers le monde. Des milliers de personnes, des dizaines d'opérations en cours sur plusieurs continents. Un budget qui semblerait irréel à un jeune de 19 ans qui signe son contrat sans lire la dernière page. Tu fais un briefing au ministre de la Défense. Tu sièges au conseil de planification de l'état-major. Ton téléphone sonne à 3 heures du matin, tu reçois des appels que tu ne pourrais décrire à personne en dehors de cette pièce. Il y a un moment, juste un instant, et c'est un mercredi comme les autres, tu passes devant la cloche en laiton à l'entrée du centre BUD/S. Tu n'y avais pas pensé depuis des années. Tu t'arrêtes. Tu repenses d'à Dubois sonnant la cloche dans l'obscurité à 2h17 du matin. Tu penses d'à Adrien qui te tend une barre protéinée et te dit 2 mots. Tu penses d'à Reeves qui défend son secteur, à Moreau qui retourne au travail, à Femme dont le nom figure dans le bon rapport. Tu penses à tous les militaires qui ont sonné la cloche et à ceux qui ne l'ont pas fait. Et peut-être comprends-tu clairement pour la première fois qu'aucun choix n'était simple. Et que chaque choix a eu un véritable coût. Les équipes ne t'ont pas endurci, elles t'ont rendu honnête, elles ont dépouillé tout ce qui relevait de la performance et n'ont laissé que la réalité. Tu retournes à ton bureau, 15 messages t'attendent, 2 sont très urgents. Tu commences par le premier, car c'est ce que tu fais toujours. Tu ouvres les messages et tu parles d'un certain ton. Tu transmets cette énergie et le travail continue. Le travail continue sans cesse. Et tu assumes les responsabilités que ce travail t'impose. Tu t'abonnes à la chaîne et tu écris dans les commentaires des vidéos suivantes quelle vie tu souhaites vivre. De mon côté, j'accomplis les tâches que ce travail m'impose et je te prépare cette vidéo. Prends soin de toi. À bientôt.